Chers collègues, bonjour, je me présente, Alexandra Marty, je suis professeure de français à l'Université d'Alicante. Je tiens tout d'abord à remercier le comité organisateur de ce congrès de me permettre de présenter cette communication intitulée Le petit chaperon rouge de Charles Perrault au cœur de l'intercompréhension des langues romanes. Alors, comme vous le savez, l'Union européenne se caractérise par la richesse de sa diversité linguistique et culturelle et souhaite en faire un avantage. Comme Arg, Escudé et Janin, 2010, l'espace européen se partage ainsi en trois grandes familles de langues. Nous avons les langues romanes, 42%, germaniques, 39% et slaves, 16%. Parmi les institutions favorables à l'intercompréhension, nous citerons le Conseil de l'Europe, la Commission européenne, l'Union latine, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France et le Centre international d'études pédagogiques de Sèvres. Pourtant, malgré le contexte plurilingue de l'Europe, force est de constater la tendance à uniformiser l'hégémonie de la langue américaine. Alors, dans cette tension permanente, l'intercompréhension, considérée comme une innovation dans l'enseignement-apprentissage des langues, peut-elle favoriser l'éducation plurilingue? Cet instrument pédagogique au service des langues peut-il s'intégrer facilement dans l'enseignement? C'est ce que nous nous proposons d'analyser dans cette communication en présentant dans une première partie les principes, les atouts des approches intercompréhensives, mais aussi les obstacles. Dans une deuxième partie, nous présenterons une expérience pédagogique d'intercompréhension autour d'un conte, Le petit chaperon rouge de Charles Perrault, et finalement des recommandations offertes par divers chercheurs seront exposées et discutées afin de promouvoir l'intercompréhension dans la formation des futurs enseignants. Alors pour Castagne, la prise en compte de la proximité géographique ou la parenté des langues est nécessaire. Voici la typologie des langues qu'il dresse à partir des résultats obtenus par les membres du programme Intercompréhension européenne. Alors nous avons les langues voisines et parentes du français comme l'espagnol, l'italien, le portugais, les langues voisines et non parentes du français, l'anglais, l'allemand, le néerlandais, les langues non voisines et parentes du français comme le roumain et les langues non voisines et non parentes du français comme le suédois, le russe, le turc, etc. Passons maintenant aux obstacles de l'intercompréhension en milieu scolaire. Malgré les atouts de l'intercompréhension, son intégration dans l'éducation se heurte à de nombreuses difficultés. Escudé et Janin pointent du doigt un système éducatif trop étanche et non efficace pour l'apprentissage des langues et une idéologie nocive qui prône une langue unique. Partageant l'opinion des auteurs cités précédemment, l'intercompréhension doit prendre en considération cette réalité des systèmes éducatifs afin de franchir ces obstacles et par là même s'insérer dans l'enseignement en proposant de nouvelles méthodologies et en montrant qu'elle peut innover l'organisation scolaire via l'intégration du plurilinguisme et l'éthique qu'il véhicule. Pourra-t-elle pour autant vaincre le monolinguisme omniprésent au sein de la majorité des systèmes éducatifs européens? Comme l'expliquent Escudé et Janin, la diffusion de l'intercompréhension peine à se développer en raison de ce monolinguisme absolu dans la plupart des nations européennes modernes. Un autre obstacle auquel se heurte l'intercompréhension concerne le fait que l'enseignement des langues se centre sur l'approche actionnelle et communicative. Or, la stratégie de l'intercompréhension se focalise surtout sur la compréhension écrite, d'où l'obstacle interne. Enfin, l'obstacle de taille déjà évoqué est l'apprentissage des langues étrangères qui concerne une seule langue, considérée comme langue universelle, l'anglais. Les chiffres dans l'enseignement des langues étrangères en France et dans les autres pays européens sont incontestables. L'anglais est la première langue étrangère apprise, ce qui s'avère complètement contradictoire avec la politique des instances européennes prônant à outrance le plurilinguisme dans l'apprentissage des langues.
Castagne prône de développer une géopolitique romane durable, dans laquelle naîtrait un sentiment de solidarité et d'union romane. Passons à présent à l'expérience pédagogique d'intercompréhension via le conte du Petit Chaperon rouge de Charles Perrault. La perspective applicative via l'intercompréhension est privilégiée comme un souffle de renouveau pour les études en philologie ayant connu un déclin considérable en Europe et notamment en France. Les similitudes entre les langues redeviennent un thème de recherche dont le noyau dur est de didactiser la façon dont les apprenants pourront en bénéficier. Le conte, genre narratif canonique qui provient d'une tradition orale véhiculant des valeurs ou des stéréotypes universels, se présente opportunément comme un support didactique de qualité en matière d'échanges interculturels dans le contexte d'une exploitation en classe. En effet, l'un des premiers facteurs de facilitation à l'accès au conte réside dans le fait que l'apprenant peut le reconnaître pour se l'être fait raconter ou l'avoir lu durant son enfance dans sa langue maternelle. Ce partage sous-tend déjà de façon utile la compréhension de l'actualisation du conte dans la langue cible. Alors, cette expérience pédagogique d'intercompréhension par le biais du conte Le Petit Chaperon rouge s'inscrit dans la matière langue C4 français auprès d'étudiants de deuxième année de LEA, langue étrangère appliquée, à l'Université d'Alicante. Les objectifs principaux étaient les suivants: promouvoir une éducation plurilingue, développer les capacités d'intercompréhension chez les étudiants, favoriser le respect des apprenants envers d'autres langues et cultures voisines, et développer l'autonomie des apprenants et les rendre conscients de leur processus d'apprentissage. Nous allons à présent faire une petite expérience à partir du conte Le Petit Chaperon rouge de Charles Perrault. Alors, vous allez me dire de quelle langue romane s'agit-il? Parfois, l'aspect iconique peut aider. Luca Pairunen Ruggie. Luca Pairunen Ruggie. Donc, il s'agit bien de l'occitan. On continue. De quelle langue romane s'agit-il? La cappuccetta vermella. La Il s'agit cappuccetta vermella. bien du catalan. Cappucceta roja. Cappucceta roja. Il s'agit du valencien. De quelle langue romane s'agit-il? Caperucita roja. Caperucita roja. Du castillan. Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho. Il s'agit bien du portugais, du Brésil. Capuchinho vermelho. Capuchinho vermelho. Ici, c'est le portugais du Portugal. Carapuchinha vermelha. Carapuchinha vermelha. Voilà, vous l'aurez reconnu. Il s'agit du galicien. De quelle langue romane s'agit-il? Cappuccetto rosso. Cappuccetto rosso. De l'italien. Scufizza roșie. Scufizza roșie. Le romain. Nous avons donc observé et entendu les différences et les ressemblances entre les titres. Nous remarquons les diminutifs, les marques du masculin et féminin dans les 9 langues. Notons également qu'il n'y a pas d'article en valencien, castillan, portugais, galicien, italien et romain. En revanche, il y a un article en français, en occitan et en catalan. Remarquons aussi qu'en français, en occitan et en portugais, le titre est au masculin. Enfin, une autre similarité, il y a une majuscule dans les 9 langues. Passons maintenant au début du conte du Petit Chaperon rouge où les personnages nous sont présentés. Voilà, donc on va lire le début. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle et sa mère grand, plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le Petit Chaperon rouge. Io avevo un cop, uno drulletto dei villaggi,
la più spulido che s'agesse visto. Sa maira nero enmascado, e sa gran enmascado che mai. Aquello buono vieglio gli fagué fare un capairun ruce, che gli stava tan plan, che li dision per tot, lo capairunet ruce. Vet aquí que una vegada hi havia una nena petita que vivia en un poblet. Era la nena més bonica que us pugueu imaginar. La seva mare n'estava encantada i la seva àvia encara més. Aquesta bona dona li va fer una petita caputxa de color vermell. I li esqueia tan bé que tothom l'anomenava la Caputxeta Vermella. Hi havia una vegada en un poble una xiqueta molt xicoteta, la més bonica que mai s'haguera vist. La seva mare estava boja amb ella i la seva àvia molt més encara. Aquesta dona li havia manat fer una caputxeta roja i li asseia tan bé que tots la cridaven Caputxeta Roja. C'era una volta in un villaggio una bambina, la più carina che si potesse mai vedere. La sua mamma la adorava e sua nonna ancor di più. La mamma le aveva fatto cucire un cappuccetto rosso che le stava molto bene, tanto che la chiamavano tutti Cappuccetto Rosso. Era uma vez uma jovem aldeã, a mais bonita que fosse dado a ver. A sua mãe era louca por ela e a avó mais ainda. Esta boa mulher mandou fazer-lhe um capucho vermelho, que lhe ficava tão bem que em todo lado lhe chamavam Capuchinho Vermelho. Era uma vez uma menina que vivia numa aldeia e ela era a coisa mais linda que se podia imaginar. Sua mãe era louca por ela e a avó mais ainda. A boa velhinha mandou fazer para ela um chapeuzinho vermelho. Esse chapéu assentou-lhe tão bem que a menina passou a ser chamada por todos de Chapeuzinho Vermelho. Había unha vez nun pobo unha meniña, a máis fermosa que nunca se vira. A súa nai estaba tola por ela, e a súa avoa aínda máis. Esta boa muller fixéralle unha carapuchiña vermella e lle quedaba tan ben que todo o mundo lle chamaba Carapuchiña. Scufița roșie. A fost odată o fetiță care locuia într-un sat, cea mai frumoasă dintre câte se puteau vedea. Mama sa o iubea nespus, iar bunica ei încă mai mult. Această femeie de treabă își făcuse fetei o scufiță roșie, care îi stătea așa de bine încât toți o numeau Scufița roșie. Alors après avoir écouté le début du Petit Chaperon Rouge dans différentes langues romanes, nous allons offrir des pistes didactiques pour promouvoir l'intercompréhension. Donc il est important de prendre des risques car c'est une solution. Les recommandations d'Escudé et Janin nous semblent capitales. Alors, selon ces auteurs, il faut intégrer en Europe la langue d'enseignement avec les langues apparentées. Il faut prendre appui sur les langues connues des apprenants pour aller vers d'autres langues. Il faut aider les apprenants à s'ouvrir à la diversité des langues et à adopter une attitude positive et empathique envers les autres langues. Castagne, quant à lui, énumère 3 choix fondateurs ayant comme noyau dur la langue et la culture romane. Donc, d'après lui, il est important d'utiliser la compréhension réciproque romane en préservant sa langue maternelle, en suivant une formation à l'intercompréhension et en promouvant le plurilinguisme roman à court, moyen et à long terme. Il préconise également d'utiliser la compréhension réciproque romane pour faciliter les mobilités et enfin d'utiliser la compréhension réciproque romane pour générer de la croissance économique. En guise de conclusion, il s'agit d'une innovation dans l'enseignement-apprentissage des langues, raison pour laquelle il faut promouvoir l'intercompréhension des langues romanes. Il est important de former les futurs professeurs de langue ainsi que ceux des disciplines non linguistiques à l'intercompréhension. Il est important d'intégrer l'intercompréhension de manière spontanée et annuelle. Je vous remercie.